Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 19 octobre 2019 pour ce 161e sitrep sur le Donbass. Je le fais de nouveau toute seule puisqu'en fait le problème de connexion internet de Tom est assez sérieux. La ligne qui dessert son immeuble a en fait été coupée dans ce qui ressemble quand même fort à un acte de malveillance parce qu'il n'y a pas de travaux dans la zone où le câble a été coupé, donc on comprend pas trop sinon... Et il n'y a que son immeuble qui a été touché, donc c'est un petit peu bizarre. Donc je refais un deuxième sitrep toute seule, je vous m'envoyez désolé. Donc j'espère vraiment que d'ici la semaine prochaine ça sera rétabli et qu'on va pouvoir reprendre les sitrep en mode normal. Voilà. En tout cas, en termes de situation militaire, du 12 au 18 octobre 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 168 reprises, donc on est un petit peu plus que la semaine passée, durant lesquelles elle a quand même tiré 18 obus d'artillerie de 122 mm, donc ça c'est quand même pas mal, 15 obus de chars d'assaut, donc ça c'est du 125 mm, 568 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc on est à plus que la semaine passée, hein. Et si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive à un total de 1855 munitions, donc on est à moins que la semaine passée, mais on a quand même plus de munitions de gros calibre, donc c'est pas très bon. Je montrerai d'ailleurs donc un petit graphique qui montre le nombre de munitions qui en fait a été très bas juste le premier jour de la semaine, et ensuite on n'est jamais redescendu en dessous de 200 munitions par jour. Donc en fait si le 12 octobre ils avaient tiré autant que les autres jours, on aurait eu un score peu ou prou équivalent à celui de la semaine passée. Donc c'est quand même pas terrible. Durant les dernières 24 heures, on a eu 38 violations et 522 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes, donc c'est quand même énorme, dont 9 obus de chars d'assaut et 112 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc ça s'arrange pas du tout. Voilà. Les tirs de cette semaine ont tué un soldat, en ont blessé 4, ainsi qu'une civile à Gorlovka. On a eu aussi 5 civils, dont 2 enfants, qui ont été blessés par des mines et des engins explosifs cette semaine. 3 adultes qui l'ont été dans un cimetière de la périphérie de Donetsk. Un enfant a aussi été blessé en périphérie de Donetsk, mais à un autre endroit, et un autre à Starobesheva. Donc c'est juste énorme, quoi. Enfin, je veux dire, là c'est vraiment catastrophique en termes de bilan. Au niveau habitation, infrastructure civile, on a quand même 22 bâtiments endommagés cette semaine, plus 7 durant les dernières 24 heures, plus comme d'habitude transformateurs et lignes électriques qui ont été beaucoup touchés. Plusieurs villages ont été, entre autres dans le sud de la République, à Komin-Ternovo et à Staromykhailovka, ont été privés de courant plusieurs fois, donc c'est quand même pas top pour les habitants. Côté ukrainien, l'armée ukrainienne a eu 7 morts et 13 blessés parmi ses soldats cette semaine, donc c'est quand même énorme, c'est quand même pas mal. Comme d'habitude, au niveau de l'OSCE, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'organisation. Je montrerai une petite carte pour montrer les endroits où ont été notés le plus de brouillage de signaux, mais aussi de tirs à l'arme légère sur les drones. Bien sûr, pour les empêcher de voir les armes lourdes situées près de la ligne de front. Il y a eu 2 fois des tirs sur un drone de l'OSCE près de Petrovskoye, près de la zone de désengagement. Nos auditeurs s'en souviendront. Mais résultat, il y a eu une des fois où les tirs ont touché. Donc l'un des drones a été abattu, il a été perdu, et donc l'OSCE a cessé sa mission de surveillance dans cette zone-là après ça. Et alors le plus incroyable quand même, c'est que le commandement ukrainien a donné une récompense de 36 000 grivnia aux soldats de l'armée ukrainienne qui avaient abattu le drone pour avoir soi-disant détruit un équipement militaire ennemi. Je pense que vous qui m'écoutez, qui êtes contribuables européens et qui payez pour ces drones détruits, vous allez beaucoup apprécier le concept. Je pense que vous allez beaucoup aimer. Au lieu de récompenser les soldats, ils auraient mieux fait d'indemniser l'OSCE. Je pense que ça aurait été la moindre des choses.
Alors malgré cela, les services de renseignement de l'RPD ont détecté quand même la présence d'équipements interdits près de la ligne de contact et entre autres près de maisons et d'infrastructures municipales en violation des accords de Minsk et de la Convention de Genève côté ukrainien, entre autres 20 pièces d'artillerie qui comprennent des obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, des obusiers D20 de 152 mm, des obusiers automoteurs Akatsiya de 152 mm, 4 lance-roquettes multiples grades, aussi dans le tas, des canons anti-chars à pirates 100 mm et même un système de défense antiaérienne Tunguska, ainsi que 16 chars d'assaut et 69 véhicules blindés, donc véhicules de combat d'infanterie, véhicules de transport de troupes blindées et autres véhicules de combat comme le MTLB, et comme je disais, tout ça dans la zone où ils ont rien à faire d'après les accords de Minsk. Donc ça, c'est pas très rassurant, ça veut dire quand même qu'on se dirige pas vraiment vers une désescalade, parce que s'il y a autant de matériel près de la ligne de front, normalement c'est prévu, c'est pour servir, c'est pas juste pour faire de la décoration. Donc ça, c'est quand même pas très rassurant. Au niveau accord de Minsk et règlement politique du conflit, on continue en fait sur cette histoire de plan B dont je vous avais parlé la semaine dernière, donc je vais revenir un peu dessus. Parce qu'en fait, plus on voit les événements qui se déroulent et plus on a une impression de déjà-vu en fait, quand on regarde ça sous le prisme de ce scénario de plan B qui avait été développé par Daniil Bessonov et dont j'avais parlé longuement la semaine passée. Donc je vais revenir un petit peu sur certains points pour montrer que ça a l'air de se réaliser selon le plan. Donc il semble que l'analyse de Bessonov était bonne quand même. Puisque donc comme il l'avait prévu après le sabotage du retrait des troupes à Petrovskoye et Zolotoye, là Kiev a carrément explosé le processus de Minsk en plein vol, en demandant ni plus ni moins que la dissolution des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk comme prérequis pour appliquer le volet politique des accords de Minsk. C'est délirant, je comprends, ça peut sembler complètement ridicule, voire complètement débile. Y en a beaucoup qui ont considéré que ça c'était la preuve que Zelensky est en train de plier devant les néo-nazis. Moi je pense qu'en fait ça fait partie du plan B dont on avait parlé, et je vais expliquer pourquoi. Si effectivement ça suit bien ce plan, ça confirme que j'avais raison de traiter Zelensky d'illusionniste, parce que là, je pense qu'on est face à un écran de fumée taille industrielle. Vraiment, faut garder en tête que ce que Zelensky dit, c'est pas forcément ce qu'il fait vraiment. Je rappelle que le principe de l'illusionniste avec l'écran de fumée, c'est de, pendant que vous vous focalisez sur sa main droite, qui vous montre bien clairement, vous voyez pas ce qu'il fait avec la gauche. Et pendant qu'il parle de paix et qu'il parle d'appliquer les accords de Minsk, alors qu'il fait tout le contraire, en fait, il semble qu'il a quand même un autre plan derrière la tête. Donc vraiment gardez en tête ce plan B dont je vous ai parlé la semaine dernière. Si c'est plus très frais, retournez voir le site web ou lire l'article, les articles même que j'ai écrits sur ce plan B la semaine passée, parce que c'est hyper important pour comprendre tout ça. Je rappelle donc brièvement l'idée de ce plan, c'est de se débarrasser rapidement du problème que pose le conflit dans le Donbass en renonçant plus ou moins temporairement ou indéfiniment à la partie du territoire que Kiev ne contrôle pas dans le Donbass, pour geler suffisamment le conflit, pour faire venir des investisseurs et donc de l'argent qui peut potentiellement finir dans les poches de Kolomoïski, peut-être même de Zelensky avec. L'idée qui avait été exprimée par Bessonov, c'est que publiquement, Zelensky fait croire qu'il veut la paix, qu'il veut appliquer les accords de Minsk, mais qu'en gros, il va dire après aux Européens, désolé, j'ai pas pu parce que, vous voyez, les néo-nazis, ils me menacent, ils veulent faire un nouveau Maïdan si je le fais, et que donc on n'a pas d'autre solution que d'abandonner les accords de Minsk et le bout de territoire du Donbass qui est pas sous notre contrôle. Pour réussir ce plan, c'est clair qu'il y a besoin d'une communication extrêmement bien menée et une pratique massive de la technique de l'écran de fumée. Ça, c'est important, c'est vraiment essentiel. Sans ça, le plan peut pas marcher.
Il faut que la communauté internationale croie que Zelensky risque sa tête, hein, qu'il risque un nouveau Maïdan, s'il applique les accords de Minsk. C'est le seul moyen pour que la France, entre autres, et l'Allemagne, ou même l'ONU, y renoncent. Hein. Donc, je vais expliquer un petit peu tout ça après. Donc comme je le disais, plus on regarde les événements et plus on a une impression de déjà-vu, puisque comme Bessonov l'avait prédit, le désengagement à Petrovskoye et Zolotoye a complètement échoué avec des trucs, enfin c'était un vrai conte de fées. Puis comme il l'avait prédit, le 14 octobre, les néo-nazis ukrainiens ont fait leur marche au flambeau, un petit peu partout. Et puis alors là, Bilitsky a posé un ultimatum à Zelensky. Donc là, conformément à la prédiction de Bessonov, Bilitsky semble s'imposer comme le leader de la contestation ultranationaliste et néo-nazie contre l'application des accords de Minsk. Hein. Il a donné 10 jours à Zelensky pour renoncer au retrait des troupes, à la mise en place du statut spécial pour le Donbass, à la loi d'amnistie, à la tenue d'élections, tant que la frontière avec la Russie n'est pas sous contrôle de Kiev. Donc en gros, il a donné 10 jours à Zelensky pour renoncer officiellement à appliquer les accords de Minsk et en plus à inscrire ça dans la loi ukrainienne. Donc vraiment, voilà, faire voter une loi disant en gros on s'assoit sur les accords de Minsk. C'est quand même grandiose. Alors le mouvement là qu'il a lancé et qu'il a l'air de chapeauter s'appelle Résistance à la capitulation, tout un programme. Et en gros, si au bout de cet ultimatum de 10 jours, Zelensky a pas fait ce que demande Biletsky, en gros, il menace de passer des manifestations à la résistance civile pour forcer les autorités à faire ce que veut la nation. Donc en fait, non, forcer le pays à faire ce que veut un très petit pourcentage de décérébrés néo-nazis. En gros, il menace d'un Maïdan. Voilà. Donc, avec cet ultimatum et ce mouvement résistance à la capitulation, il semble bien que Biletsky a réussi à capter les mécontents, ceux qui veulent pas l'application des accords de Minsk, damant le pion à Poroshenko qui se retrouve relégué au second plan, là aussi comme prévu dans le scénario de Bessonov. Bien sûr, là aussi, comme c'était prévu, tout ça est très largement médiatisé, hein, et c'est là qu'on en arrive au rétro-pédalage et au sabotage massif et médiatisé des accords de Minsk par les officiels ukrainiens. Et alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Kiev a pas fait ça à moitié. Alors là, moi, j'ai trouvé ça quand même assez grandiose. Donc ça a été fait par Daria Olifer, qui est la secrétaire de presse du représentant ukrainien à Minsk, donc Leonid Kouchma. Et alors, elle a sorti en guise de bilan de la réunion qui a eu lieu à Minsk cette semaine, que, en gros, Kiev exigeait que les RPD et la RPL soient dissoutes comme prérequis à l'application au volet politique des accords de Minsk par l'Ukraine. Bon, j'ai d'abord cru un poisson d'avril ou un fake, un truc genre Gorafi, mais non, c'était pas le Gorafi ukrainien. J'ai été vérifié sur son mur Facebook. Donc là, c'est en plus cette requête-là, c'est pas toute seule. Elle a pas requis que ça. Hein. Elle a aussi demandé toutes les exigences débiles habituelles, comme le contrôle de la frontière avant les élections, le fait que les partis ukrainiens doivent pouvoir participer aux élections dans le Donbass. Bon, alors déjà, comme j'ai dit la semaine dernière, rien que d'imaginer ce qui va se passer si on a un candidat de Svoboda ou d'Azov qui va se pointer dans le Donbass pour se présenter aux élections, je vous dis, même avec un régiment de casque bleu, le mec qui va finir pendu à un arbre, lynché, déchiqueté, enfin, ça va être un bain de sang, donc, je veux dire, c'est du délire à l'état pur. Mais alors là, donc en plus de toutes ces requêtes débiles et complètement abusives, voilà maintenant que Kiev exige la dissolution des deux républiques avec les représentants desquels elle a signé les accords de Minsk. Sauf que quand tu signes des accords entre deux parties, si tu dissous une des deux parties, en fait les accords ils ont plus de raison d'être puisqu'il n'y a plus qu'une partie restante. C'est débile. Ça tient absolument pas la route. Hein. Bien entendu, cette déclaration a entraîné une réaction extrêmement virulente du chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchiline, qui a déclaré que les accords de Minsk ne pourront être mis en œuvre que si toutes les structures gouvernementales ukrainiennes sont dissoutes.
Réponse du berger à la bergère. Et que l'État ukrainien malade est démantelé. Hein, il a dit l'État ukrainien doit être liquidé en tant qu'État illégitime, car il a été créé à la suite du coup d'État et des ingérences extérieures en 2014, et il continue d'être géré de l'extérieur. Il est nécessaire de rétablir une Ukraine nouvelle et véritablement indépendante. Cela doit être fait par une décision libre de tous ces territoires. Dans le même temps, il faut reconnaître le droit des régions de ne pas entrer dans le nouvel État, ce serait équitable. Et avec cette Ukraine honnête qui remplacera les autorités menteuses d'aujourd'hui, il sera possible de se mettre d'accord sur la mise en œuvre du paquet de mesures de Minsk. Voilà, c'est ce qu'il a dit sur son site officiel, hein, quand même. Donc voilà, c'est une déclaration, tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc là, bon, en disant ça, clairement, la RP montre qu'elle sait pertinemment que Kiev n'appliquera jamais les accords de Minsk tant qu'elle n'est pas libérée de la tutelle américaine. Côté russe, la déclaration délirante de la Daria Olifer a suscité une réaction assez surprise de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a dit « Ces déclarations sont très inattendues pour Moscou, Berlin et Paris. Dès lors, il est difficile de faire des commentaires à ce sujet pour l'instant. On ne sait pas si ça signifie la sortie des accords de Minsk, du plan d'action de Minsk ou d'une renonciation aux signatures et aux engagements antérieurs. » Voilà, donc bon, moi je pense que le Kremlin a bien compris à quel jeu joue Zelensky, hein, c'est-à-dire renoncer officiellement aux accords de Minsk, parce que c'est de ça qu'il est question. Hein. C'est refuser de les appliquer en disant on n'a pas le choix, la pression des néo-nazis est trop forte. Et là où le Kremlin semble bien comprendre ce que la main gauche du président ukrainien est en train de faire pendant que sa droite agite cette résistance à la capitulation, hein, bon nombre de journalistes et d'analystes ont l'air d'être tombés dans le piège qui a été tendu par Kolomoïski-Zelensky en sautant à pieds joints dans l'illusion de l'opposition menée par Bieletsky. Encore une fois, je rappelle, Bieletsky, son corps national, le régiment Azov et la plupart des groupes néo-nazis et ultranationalistes ukrainiens sont sous le contrôle d'Avakov, qui est loyal à Zelensky. Donc, si Bieletsky et ses sbires posent un ultimatum à Zelensky et s'opposent à ses prétendues initiatives de paix et sa pseudo-volonté d'appliquer les accords de Minsk, c'est que Zelensky est d'accord avec cette mascarade, il est d'accord avec ce cirque, qui est là pour être vu médiatiquement par l'étranger, pour que tous en concluent que Zelensky ne contrôle pas le pays et qu'il risque sa tête s'il applique les accords de Minsk. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a pas mal d'analystes qui se sont fait quand même avoir pas mal en beauté. Beaucoup pensent que la déclaration de la Daria Olifer c'est là pour calmer les radicaux, que Zelensky plie devant leurs menaces, sauf que je le rappelle encore une fois, avec le score qu'il a fait aux présidentielles et aux législatives, il n'a pas à plier. Il lui suffit de faire appel en gros à ses électeurs, à faire ce que Poutine a fait lorsqu'il y a eu les grandes manifestations de Bolotnaya, manifestations pro-président, et numériquement, je veux dire, il est sûr de gagner. Donc, s'il plie devant les néo-nazis, c'est qu'en réalité, il est d'accord avec eux, et il y a pas mal de faits qui ont l'air de montrer que c'est le cas. Je vais en parler un petit peu après. En tout cas, de ce qu'on voit, tout se déroule selon le scénario qui avait été annoncé par Daniil Bessonov. Pendant que les analystes sont en train de gloser sur la stupidité de demander la dissolution officielle de deux États qui sont reconnus par juste l'Ossétie du Sud, sur le manque de coordination au sein du parti de Zelensky, ou sur le fait que la demande de Kiev de retirer toutes les troupes étrangères du pays s'applique aussi à celle de l'OTAN, pendant ce temps, le petit scénario chypriote du couple Kolomoïski-Zelensky est en train de passer comme une lettre à la poste. Et l'autre partie du plan B de Kiev, qui est la préparation de l'opinion publique ukrainienne, ça c'était un point aussi très important, ben là c'est en train de battre son plein, puisqu'après avoir tâté le terrain avec Dmitry Gordon et Kravchuk, on avait eu le premier speech de Vadim Pristaïko, hein, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, et ben là il nous en a remis une tartine sur ce fameux plan B, en l'appelant le scénario chypriote, dans une interview accordée à Radio Svoboda. Je vais vous citer ce qu'il a dit. Il a dit « Nous devons être honnêtes avec notre peuple. 5 années de processus de Minsk n'ont pas donné de résultat. Nous devrions chercher un autre processus si nos partenaires occidentaux y sont prêts. Si cela ne fonctionne pas non plus, alors notre État devrait déterminer lui-même quelle est la voie acceptable pour son développement. Il peut y avoir une option chypriote de développement lorsque l'État sait que l'occupant a pris un territoire, mais qu'il trouve désormais la force de se développer et d'aller dans la direction que nous, la majorité de notre peuple, avons choisie pour nous-mêmes. »
Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ce scénario chypriote est envisagé si les négociations au format Normandie avec la Russie ne donnent rien. Or, l'Ukraine a tout fait pour s'aborder l'organisation de la réunion au format Normandie, hein, puisqu'elle a respecté aucune des conditions qui avaient été posées par la Russie. Hein. Donc, ils ont clairement tout fait pour foutre en l'air le plan A. Le but, c'est bien sûr de convaincre ensuite ce qu'il appelle ses partenaires occidentaux, hein, d'accepter d'abandonner les accords de Minsk et de passer au scénario chypriote, c'est-à-dire la renonciation pure et simple au territoire du Donbass qui n'est actuellement pas sous le contrôle de Kiev, pour mettre officiellement fin à la guerre rapidement et faire rentrer du pognon dans le pays. Et puis pour tout ça, la médiatisation des manifestations des néo-nazis ukrainiens, de leur ultimatum et des analyses de tous ces experts qui ont conclu que Zelensky plie devant leurs menaces, c'est la partie la plus importante pour convaincre ces fameux partenaires occidentaux de renoncer à Minsk. L'autre point important sont aussi les déclarations de Zelensky. Hein, donc j'avais parlé de cette conférence de presse marathon qu'il avait fait le 10 octobre. Alors lui, pour maintenir son rôle de président de la paix, et pour pas griller son plan B, il n'a pas parlé ouvertement de ce scénario chypriote. Voilà. Les Occidentaux doivent rester persuadés que Zelensky c'est le président de la paix, qui veut appliquer les accords de Minsk, mais il a quand même glissé l'option discrètement, pour préparer l'opinion publique ukrainienne. Comme je l'ai dit, c'est très important pour réussir cette petite partie de poker menteur, puisqu'il a déclaré qu'il ne voulait pas se retrouver avec un conflit gelé comme en Transnistrie ou en Abkhazie, mais qu'il ne pouvait pas garantir cela à 100%, que ça n'arriverait pas. Voilà, donc là il commence à vous la glisser, tout en douceur avec une bonne dose de vaseline. Qu'on appelle ça scénario chypriote, abkhaze, transnistrien, c'est pareil, ça change pas l'idée de base. En gros, il en parle de venir à un plan B si l'application des accords de Minsk est infaisable selon les conditions ukrainiennes qui sont complètement abusives et qui empêchent toute application en réalité des accords de Minsk. Puisque je rappelle que la RPD et la RPL n'accepteront jamais de laisser le contrôle de la frontière à Kiev avant l'application des autres points des accords de Minsk pour des raisons évidentes de sécurité. Je rappelle que plusieurs officiels ukrainiens ont, à plusieurs reprises et encore récemment, sur des plateaux télé ou à la radio ou dans des journaux, parlé ouvertement du fait qu'ils aimeraient bien appliquer le scénario croate, la solution croate dans le Donbass, donc c'est-à-dire une épuration ethnique. Quand vous voyez ça, vous comprenez que ni la Russie ni les deux républiques populaires ne peuvent accepter d'appliquer des accords de Minsk selon ces conditions inacceptables. Parce que ça mettrait en danger la sécurité de la population. Donc forcément, on va devoir en venir à un plan B, que Zelensky pour l'instant ne divulgue pas. Voilà. Mais comme je l'ai dit, quand tu fais tout pour s'aborder le plan A, et que tu commences à glisser un plan B discrètement mais sûrement dans les médias, c'est que tu fais tout pour obliger en fait l'autre partie adverse en fait à accepter ce plan B comme solution. Miracle. C'est ça l'idée. Donc si on en croit tout ça et qu'on analyse tout ça sous le biais de ce scénario qui était envisagé par Bessonov, on a vraiment l'impression que Kiev semble être prête à renoncer donc à un morceau du territoire du Donbass pour développer l'Ukraine, comme l'a si bien dit Pristaïko. Alors si l'idée peut sembler assez plaisante de prime abord parce que ça permettrait de mettre fin au bain de sang, moi je rappellerai quand même que pour y parvenir, il faut déjà commencer à s'asseoir bien comme il faut et renoncer donc en fait à une résolution quand même du Conseil de sécurité de l'ONU, la 2202, donc c'est quand même pas rien, je veux dire, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui s'assoient sur les décisions de l'ONU, mais enfin, normalement, c'est pas censé être le cas. Je rappelle aussi qu'il y a quand même pas mal de sanctions économiques qui ont été prises et prolongées ad vitam aeternam contre la Russie au nom de la non-application des accords de Minsk, qu'en plus, si Kiev renonce, non pas temporairement, mais indéfiniment, au territoire de l'RPD, de l'RPL et à la Crimée, elle va pouvoir intégrer l'OTAN. Tout comme Chypre, qui a réussi à intégrer l'Union européenne, malgré le fait que la scission de l'île n'est toujours pas résolue. Ce qui permettrait quand même à l'OTAN de se rapprocher encore plus des frontières de la Russie. Donc ça, c'est pas top d'un point de vue sécurité. Alors moi, au vu de la façon dont les accords de Minsk ont été utilisés et manipulés tant par l'Ukraine que par ses patrons occidentaux contre la Russie et les deux républiques populaires, le sabordage volontaire et total de ces mêmes accords pour imposer une solution qui au final va bénéficier financièrement à certains en Ukraine et militairement à l'OTAN,
Moi, je pense quand même qu'il faudrait pas accepter de suivre ce plan sans en retirer un bénéfice pour la Russie et les deux républiques populaires. Parce que là, si on suit le plan B tel quel, sans rien exiger en retour, bah alors on se transforme en jouet de Kolomoïski et des États-Unis qui sont derrière l'OTAN. Hein, le bénéfice obtenu, qui est l'arrêt des morts et des destructions, ne compensant pas les pertes en termes de sécurité, d'économie, de diplomatie et de position géopolitique. Donc moi, si Zelensky est réellement prêt à renoncer à un morceau de territoire pour avoir la paix, moi je dis il faut qu'on exige que cette renonciation concerne la totalité du territoire des deux oblasts de Donetsk et Lugansk qui ont voté lors du référendum du 11 mai 2014 pour la sécession hors de l'Ukraine. Voilà, ce serait que justice. Les deux républiques populaires retrouveraient les frontières qui auraient dû être les leurs. La population de la zone occupée par l'armée ukrainienne serait enfin libre de vivre comme elle l'a exprimé lors du référendum. Et de toute façon, si on ne formule pas cette exigence, je veux dire, vu la vitesse à laquelle l'Ukraine s'effondre, de toute façon, si Kiev renonce à seulement une partie du Donbass, je pense que vu la vitesse de somalisation de l'Ukraine, je pense que le reste du Donbass qui aurait pas été concerné par cette renonciation va de toute façon se ressoulever à un moment ou à un autre, foutant en l'air le joli petit plan B de Zelensky en créant de nouveaux troubles au sein de la zone qu'ils auront conservée. Pour moi, la meilleure solution, la plus avantageuse pour tout le monde, c'est l'extension de cette renonciation donc à la totalité du territoire qui a voté le 11 mai 2014 pour sortir de l'Ukraine. Voilà. Ainsi, on respecterait la volonté populaire exprimée par les habitants du Donbass il y a 5 ans. La région retrouverait la paix, l'Ukraine aussi. La Russie n'aurait plus un conflit tiède à sa porte, plus de pression diplomatique pour appliquer les accords de Minsk qui sont inapplicables. Et puis chacun ira vivre sa vie comme il veut. Et puis après, moi, ce qui viendra du reste de l'Ukraine, ça concernera plus que ses habitants, l'OTAN et l'Union européenne qui va devoir s'occuper de cette Somalie néo-nazifiée à sa porte. Mais ça sera une autre histoire. Ça sera le problème de l'UE, ça sera plus le nôtre. Voilà, je veux dire, même économiquement, ça serait la meilleure solution pour l'Ukraine parce que ça lui permettrait de redégager de l'argent en économisant sur le budget militaire parce que je rappelle que maintenir une armée sur la ligne de front consomme énormément de ressources financières du budget ukrainien. Voilà. Pour revenir à des news un petit peu plus positives, on a un centre représentatif de la République populaire de Donetsk qui a ouvert hier à Dendermonde en Belgique. Donc cérémonie d'ouverture a eu lieu hier le 18 octobre. C'est Chris Roman qui est le président du groupe de réflexion euro-russe qui promeut un axe géopolitique européen plutôt pro-russe qui a été nommé à la tête du centre représentatif. La ministre des Affaires étrangères de la RPD, Natalia Nikonorova, a enregistré un discours vidéo qui a été retransmis lors de la cérémonie d'ouverture. Elle a déclaré que l'ouverture d'un nouveau centre de représentation en Europe nous offre de plus grandes possibilités de diffuser des informations sur ce qui se passe dans le Donbass, sur les conditions de vie, sur notre développement en tant qu'État démocratique. Et elle a également exprimé l'espoir d'une coopération fructueuse entre la Belgique et la RPD. Ce nouveau bureau est le 7e centre représentatif de la République au sein de l'Union européenne. Écoutez, je souhaite que ce bureau représentatif puisse mener son travail dans de bonnes conditions, en tout cas meilleur que d'autres centres qui ont été attaqués judiciairement, entre autres en France et en République tchèque. Donc voilà, longue vie au centre représentatif de la République populaire de Donetsk en Belgique. Si on regarde la situation en Ukraine, je vais revenir justement sur ces éléments qui me laissent à penser que Zelensky marche main dans la main avec les néo-nazis. Et la preuve, elle en a été apportée à travers deux événements. Le premier, c'est que le 16 octobre, Benjamin Moreau, chef adjoint de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine, a demandé aux députés de la Rada de prendre des mesures pour faire fermer le site Mirodvorets, sur lequel sont publiées les informations personnelles de gens qui sont considérés comme des ennemis de l'Ukraine. C'est une demande qui a été faite mercredi lors d'une réunion du comité de la Rada sur la liberté d'expression. Il a dit « Je vous rappelle encore et encore un point très connu, le site internet Mirodvorets. Comme vous le savez, le site publie des données personnelles de gens, y compris de journalistes, ce qui viole la législation nationale
et les normes internationales. Les personnes dont les données sont affichées sur le site web sont désignées comme terroristes, séparatistes et traîtres. La divulgation de leurs données constitue un danger pour ces personnes. Il a rappelé que récemment, un homme qui avait été jugé en Ukraine pour des accusations liées au conflit dans le Donbass avait été tué sur le palier de son domicile à Mariupol après que ses données personnelles ont été publiées sur le site Mirotvorets. Il a rappelé que des coordonnées de journalistes restent sur ce site internet, ce qui les met en danger. Donc il les a exhortés à fermer ce site Mirotvorets. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais rappeler un petit peu. C'est un site qui a été créé en 2014 avec pour but, soi-disant, d'établir l'identité et de publier les données personnelles de tous ceux qui menacerait la sécurité nationale de l'Ukraine. Bon, en réalité, dès que tu dis quelque chose qui est dissident à la propagande post-Maïdan, ou à une époque tu disais quelque chose contre Poroshenko, tu finissais sur ce site. Si tu visites le Donbass ou la Crimée aussi, tu finis dans le purgatoire, c'est comme ça qu'ils appellent leur petite liste. Ce site est en fait proche des milieux ultranationalistes et néo-nazis ukrainiens. De nombreux journalistes couvrant le conflit du Donbass, dont moi-même, sommes sur ces listes, ont reçu des menaces des ultranationalistes et des néo-nazis ukrainiens, mais aussi de leur soutien à l'étranger. Je rappelle qu'en plus de l'assassinat de ce prisonnier à Mariupol, le site est considéré comme responsable de la mort d'Oles Bouzina et d'Oleg Kalachnikov, qui ont été assassinés en Ukraine peu de temps après que leurs données personnelles, dont leur adresse, se sont retrouvées publiées sur le site Mirotvorets. Il y avait eu des pressions de l'Union européenne à un moment, suite à des menaces reçues par plusieurs journalistes européens qui s'étaient retrouvés sur Mirotvorets pour être simplement venus faire leur travail ici dans le Donbass. Et après ça, le site avait été fermé, mais ça avait été très temporaire, il était très très vite revenu en ligne. Et je rappelle que l'an passé, l'Allemagne aussi avait gueulé, elle avait réclamé la fermeture du site une fois de plus, après que Gerhard Schröder ait été mis dedans. Sans résultat, le site continue de tourner. Plus récemment, on a eu Max van der Werf et Yana Erlachova, qui, je rappelle, sont ces deux personnes qui ont fait un documentaire réfutant les conclusions de l'équipe d'enquête internationale concernant le MH17. Mais aussi plusieurs experts qui apparaissent dans le documentaire se sont retrouvés dans le purgatoire de Mirotvorets. Donc toute critique de l'Ukraine post-Maïdan suffit à vous envoyer dedans, avec tous les risques attenants, parce que moi-même j'ai été menacé plusieurs fois depuis que je suis sur la liste de ce site. L'UE n'avait bougé que quand des journalistes européens avaient été concernés. Donc entre autres, il y avait eu un journaliste allemand qui avait été menacé par des néo-nazis suite à ça, et c'est là que le scandale avait réellement éclaté. En gros, quand Graham Phillips, Patrick Lancaster ou moi se fait menacer, ils s'en foutent. Par contre, quand c'est des journalistes, des grands médias européens, là tout de suite ça passe un petit peu moins bien. Alors, officiellement, ce site n'a pas de statut officiel, si tu écoutes ce que te racontent les officiels de Kiev. Mais en réalité, les gardes frontières ukrainiens refusent d'autoriser les personnes qui sont listées dedans d'entrer sur le territoire du pays. Donc ça montre que les autorités ukrainiennes soutiennent même officieusement ce site, une chose qui est confirmée par le fait que celui qui est à l'origine de la création de Mirotvorets, Anton Gerashchenko, est quand même actuellement vice-ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Zelensky. Or Gerashchenko est quand même un russophobe convaincu, ancien député du Parti Front Populaire, qui est soi-disant nationaliste, mais qui en fait a inclus quand même après le Maïdan au sein de son conseil de guerre Turchinov, qui a quand même déclenché la guerre dans le Donbass, et des néo-nazis notoires comme Andriy Paroubi, Andrei Biletsky ou Yuri Bereza. Quand tu vois le panel, t'as compris que le mot nationaliste, c'est un petit voile de pudeur pour pas appeler un chat un chat. Et entre autres, un parti néo-nazi. D'ailleurs, ce côté néo-nazi se ressent dans les méthodes du site Mirotvorets, parce que franchement, je pense que la Gestapo aurait pas renié les méthodes du site, puisque ce dernier se cache même pas de vouloir la mort des gens qui y sont listés. On a pu voir récemment sur leur profil Twitter un petit sondage intéressant, je vais vous montrer un screenshot. Ils ont lancé un petit sondage pour savoir quelle version du logo du site Mirotvorets sur un cahier de la mort, les Death Note. Donc pour ceux qui connaissent pas ce manga, c'est un manga à propos d'un cahier qui a le pouvoir de tuer les gens dont le nom est inscrit dedans. Voilà, donc ils ont demandé quelle version plaisait le plus avec plus ou moins de sang, voilà.
Donc c'est quand même assez édifiant, hein, donc ils se cachent même pas, hein, de dire que les gens qui sont listés sur leur site devraient se faire assassiner. Hein. Je trouve ça quand même assez intéressant. Malgré ça, lors de sa conférence de presse marathon, Zelensky s'est contenté de critiquer le travail du site Miro-Dvorets, mais a déclaré qu'il ne pouvait pas le faire fermer parce que ça serait de l'ingérence dans le travail des sites et des médias. J'ai le droit de m'étouffer de rire ou pas? Non, parce que bon, quand le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision ukrainien enlève sa licence de diffusion à Centre Ukraine pour crime de lèse-Ukraine parce qu'ils osent dire que voilà, faut régler pacifiquement le conflit dans le Donbass. Venir me dire après que vous pouvez pas faire d'ingérence pour faire fermer un site qui est en réalité une Gestapo 2.0, c'est du grand délire. Là, le président ukrainien, en gros, est en train de nous dire qu'en Ukraine, un site internet peut appeler à tuer des gens accusés d'être des ennemis de la nation, simplement pour certains pour avoir fait leur travail de journaliste. Et là, il te déclare calmement qu'il aurait tort de s'ingérer là-dedans. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai cru à un fake. Hein, j'ai vérifié l'information parce que je me suis dit c'est trop gros, c'est le graphique, quoi. Non, c'est la réalité, c'est même pas la 4e dimension. Et d'ailleurs, la position du Parlement ukrainien est peu ou prou la même que celle de Zelensky, puisqu'à la demande de ce représentant de l'ONU, le président de la Rada, Dmitry Razumkov, a purement et simplement déclaré que c'était pas dans les pouvoirs du Parlement de faire fermer ce site. C'est tellement énorme que j'ai failli tomber bas de ma chaise. Parce que là, si tu me dis que le Parlement ukrainien est pas capable, c'est pas en son pouvoir de faire fermer un site d'idéologie néo-nazie qui viole non seulement le droit national ukrainien, mais aussi le droit international, là, je pense qu'on est à un niveau de foutage de gueule, c'est plus que stratosphérique, là, c'est cosmique. Hein. Bon, après, il a essayé de se rattraper, hein, le Razumkov, en essayant d'exprimer l'espoir que le site Miro-Dvorets va se mettre à respecter la loi, mais enfin là, il s'enfonce plus qu'il se sort du bourbier, hein, parce que là, en plus, il essaie de faire passer Miro-Dvorets pour un média, ou pour un site ordinaire, ce qu'il n'est pas. C'est un site de délation en ligne. Je vous dis, c'est une Gestapo 2.0 qui en plus a du sang sur les mains. Je veux dire, là, on en est à minimum 3 personnes assassinées après que leurs données personnelles et entre autres leur adresse se soient retrouvées sur ce site. Et le Parlement ukrainien vient te dire, mais non, désolé, on n'a pas le pouvoir de le faire fermer. Et Zelensky te dit, bah ouais, mais non, ça serait de l'ingérence dans les médias. Du grand délire. Du grand délire. Là, on plane complètement. On plane complètement. Et en plus, si vous rajoutez donc la présence de Gerashenko, qui est à la tête de ce machin, dans le gouvernement de Zelensky, et le refus donc des autorités ukrainiennes de le faire fermer, ça indique clairement que le nouveau président ukrainien soutient ce projet, et donc les ultranationalistes et les néo-nazis et leurs initiatives, hein, puisque Miro-Dvorets, c'est une initiative des gens qui ont une crampe au bras droit en Ukraine. Hein, on peut pas vouloir être un président de la paix et laisser un site de délation en ligne exposer des gens à un assassinat en bas de chez eux pour avoir dit simplement des trucs qui plaisent pas aux radicaux ukrainiens. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça montre qu'il y a quand même une proximité de Zelensky avec les ultranationalistes et les néo-nazis ukrainiens. Et si tout ça vous a pas convaincu, je pense que le fait que je vais vous relater maintenant, je pense que plus clair que ça, tu meurs. Hein, puisque le 13 octobre, donc la veille de cette fameuse marche au flambeau, hein, typiquement d'inspiration nazie des radicaux ukrainiens, le premier ministre du gouvernement de Zelensky, Alexei Goncharouk, s'est pointé sur scène à un concert d'un groupe ouvertement néo-nazi. Donc le 13 octobre. 13 octobre, donc le groupe Sekira Peruna, donc qui veut dire H de Perun, donnait un concert en plein centre de Kiev. Et Goncharouk s'est pointé sur scène. Je vous montrerai une petite photo hein, qui le prouve. Or, ce groupe de musique glorifie les dirigeants du Troisième Reich, les crimes des SS, appelle ses fans à une guerre raciale sacrée contre les gens qui sont pas blancs, et a même participé personnellement à plusieurs pogroms menés par des organisations d'extrême droite. Et puis, si vous me croyez pas, je vais vous montrer quelques petites photos prises de leur concert l'an passé, qui montrent bien qu'il n'y a aucun doute possible sur l'idéologie du groupe et de ses fans.
Hein, voilà, je vous en montrerai quelques-unes qui résument tout le reste. Mais je vous encourage à aller voir la totalité des photos. Hein, le lien sera dans l'article qui sera mis en lien dans le sommaire de la vidéo. Il y a pas possibilité de méprise. C'est pas possible. Hein. Non. Je veux dire, des mecs avec des t-shirts avec des swastikas, des drapeaux avec des swastikas, des mecs qui font des saluts nazis, ou des tatouages avec des swastikas aussi. Non, là, Goncharuk a essayé après de se défendre en disant qu'il savait pas que le groupe avec lequel il est monté sur scène était d'idéologie néo-nazie. Moi, j'ai du mal à y croire. Déjà parce qu'un Premier ministre se doit de vérifier avec qui il se montre. Sauf si c'est un branleur ou un guignol, et qu'en plus, vu comment les fans du groupe affichent ouvertement leur idéologie dans les salles de concert en plein centre de Kiev, Goncharuk aura quand même du mal à me convaincre qu'il n'avait pas vu qu'il avait en face de lui un public de néo-nazis. Hein, parce que si cette année les mecs sont venus avec les mêmes décorations, tatouages, drapeaux et t-shirts que l'année dernière, je vais avoir un petit peu de mal là quand même. Je vais avoir un petit peu de mal à y croire. Hein. En plus, cette visite du Premier ministre ukrainien à ce concert néo-nazi, la veille du lancement de l'ultimatum de Bieletsky à Zelensky pour l'obliger, hein, soi-disant, à refuser d'appliquer les accords de Minsk, ça semble un peu gros, j'ai un peu de mal avec les coïncidences. Voilà. Je veux dire, si vous mettez bout à bout le refus de Zelensky et du Parlement ukrainien de faire fermer Mirodvorets, la présence d'Alexei Goncharuk à un concert de néo-nazis et la présence de Gerachenko qui est à la tête de Mirodvorets comme vice-ministre de l'Intérieur, si vous voyez pas la collusion évidente entre le gouvernement ukrainien et les groupes ultranationalistes et néo-nazis ukrainiens, là je sais plus quoi faire. Et cette collusion, elle prouve que le fameux ultimatum de Bieletsky, c'est que du spectacle médiatique pour la population ukrainienne et les pays occidentaux. En réalité, Zelensky, Bieletsky, toute cette petite clique de néo-nazis, ils travaillent main dans la main. Ils travaillent main dans la main, je suis désolée. Enfin, je veux dire, quand vous voyez tous ces faits-là, vous pouvez pas me dire que c'est des ennemis, quoi. C'est pas possible. Donc ça prouve bien qu'ils sont en train de bosser main dans la main pour pousser ce scénario chypriote. Voilà. Je veux dire, comme je dis toujours, les paroles s'envolent, mais les écrits et les actes restent. En refusant de fermer le site Mirodvorets, qui met en danger toute personne qui se plie pas au diktat de Kiev, là, le nouveau gouvernement ukrainien a prouvé qu'il adhère en réalité à l'idéologie néo-nazie qu'il prétend être son ennemi. Si vraiment Zelensky était contre l'idéologie néo-nazie, il aurait fait fermer immédiatement Mirodvorets, virer Gerachenko et le foutre en tôle en plus, parce que c'est lui qui a l'initiative de ce site. Qui est totalement illégal, qui appelle au meurtre de gens. Je veux dire, c'est du délire. Donc si tu fais pas fermer ça, c'est que t'es complice, hein, qui nous dit consent. Donc voilà, je pense que c'est très très clair. Et puis pour montrer à quel point l'Ukraine est dans la merde financièrement, hein, et que c'est pas prêt de s'arranger, le 1er novembre, la société Naftogaz compte intenter une action en justice contre Gazprom pour lui réclamer plus de 11 milliards de dollars à titre de compensation pour la cessation éventuelle du transit de gaz russe. C'est ce qu'a déclaré le directeur de Naftogaz, Yuri Vitrenko, sur Facebook. Hein. Il a dit, le 1er novembre, nous enverrons à Gazprom nos demandes d'indemnisation pour plus de 11 milliards de dollars qui pourraient devenir des compensations pour la cessation du transit. Bon, les enfants, déjà ça c'est du délire. J'ai hésité à le mettre pendant ce temps-là à Kiev, hein, ce point-là, tellement c'est délirant. Je veux dire, le contrat, il a une date de fin. Quand il se finit, s'il n'est pas renouvelé parce que t'es pas compétitif, parce que vous arrêtez pas de faire chier Gazprom à coup de harcèlement judiciaire... Gazprom, il vous doit rien financièrement. Il a pas à vous indemniser. Si vous faites les cons et que vous rendez votre réseau de transit de gaz complètement non compétitif, c'est de votre faute, c'est de votre problème, et vous assumez. Je veux dire, c'est pas à Gazprom de vous refiler du pognon pour compenser la perte qui va être entraînée à cause de vos conneries. Ça, c'est du délire. Il y a dans la tête des gens de Kiev que tu vois des trucs pareils. Alors pourquoi on en vient à tout ça? Je vais faire un petit rappel vite fait, hein, puisque je rappelle qu'il y a eu 2 jugements de la Cour d'arbitrage de Stockholm sur 2 différends qui concernaient Gazprom et Naftogaz. Dans un cas, elle a donné raison à Gazprom, dans l'autre à Naftogaz, mais elle a accordé plus de dédommagement à Naftogaz dans le deuxième cas, entre autres en février 2018. Résultat, Gazprom était censé reverser 2,56 milliards de dollars à la société ukrainienne. Mais Gazprom a fait appel.
Et la cour d'appel du district de Svea en Suède a fixé une audience justement pour ce mois-ci. Et en plus, en mars 2018, Gazprom a informé Naftogaz de la nécessité de rétablir l'équilibre des intérêts des deux parties du contrat, qui ont été violés justement par ces décisions de la cour d'arbitrage de Stockholm. Et elle avait proposé d'organiser des négociations sur cette question. Mais ces négociations n'ont pas abouti. Et donc Gazprom avait demandé le 20 avril 2018 une demande d'arbitrage à l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm pour demander que les contrats entre Gazprom et Naftogaz pour la fourniture et le transit de gaz par l'Ukraine soient soit modifiés pour redevenir équilibrés, soit résiliés purement et simplement. Voilà. Et donc, suite à cette demande d'arbitrage, Naftogaz a présenté des demandes de contre-mesures. Et résultat, l'examen de cette affaire, combiné à la demande de Naftogaz de réviser le tarif de transit du gaz présenté par la société ukrainienne en janvier 2018, et ben on en arrive à ce pataquès. Puisque Naftogaz exige que le tarif soit révisé à partir du 18 mars 2018 et que Gazprom soit donc facturé 11,58 milliards de dollars pour la période allant du 18 mars 2018 jusqu'à l'expiration du contrat de transit. Bon, en fait, c'est une tentative d'obtenir une compensation pour la cessation du contrat de transit, sans le dire comme ça, parce que s'il le présentait comme ça, la Cour de Stockholm leur dirait, mais c'est du grand n'importe quoi. Bon, réviser le tarif en cours de route, alors qu'un contrat est toujours en cours et que le tarif n'a pas été renégocié, je vous le dis tout de suite, c'est du délire aussi. Si la Cour de Stockholm valide ça, je veux dire, il n'y aura plus jamais de contrat entre Gazprom et Naftogaz. Je veux dire, là, Gazprom va laisser l'Ukraine se geler les meules, parce qu'à un moment, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, il y a un tarif qui est fixé au début du contrat, on s'y tient, point. Je veux dire, t'as pas le droit de renégocier en cours de route pour réclamer des pseudo-indemnités de terminaison de contrat déguisées. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Là, vraiment, on en arrive à des trucs, comme je dis, en plus, Naftogaz est dans cette situation à cause de son harcèlement judiciaire contre Gazprom. Donc là, c'est vraiment du grand n'importe quoi à l'ukrainienne. Faut arrêter. Vous êtes dans la merde parce que vous vous y êtes mis à cause de vos décisions russophobes et de vos délires. Voilà. Donc, assumez à un moment. Voilà. Et puis, alors, au rayon délire, ça y est, pendant ce temps-là, Kiev, il est tellement énorme. Asseyez-vous bien. Allez faire la pause toilette avant, parce que j'ai pas envie que vous ruiniez votre siège. Parce que là, ils nous en ont encore sorti une bonne. Les députés de la Rada ont décidé de créer une association dont le but est de développer une politique de retour des territoires et des habitants ethniquement ukrainiens du Kouban. Bon, on part déjà mal parce que le Kouban il est russe, il n'a jamais été ukrainien, et c'est du grand délire. Donc voilà ce qu'un des députés a déclaré. Notre tâche est de développer une politique de retour des territoires ethniques ukrainiens et des Ukrainiens de souche dans le domaine culturel, politique et social. Tout d'abord, nous allons nous occuper du Kouban, mais d'autres régions où les Ukrainiens vivent en grande concentration feront également l'objet de notre attention. Voilà ce qu'a déclaré un des députés. Cette association est dirigée par Alexei Goncharenko. Cette question de récupérer le Kouban qui aurait soi-disant été pris par la Russie à l'Ukraine a déjà été soulevée par Kiev, c'est une vieille ancienne. Le gouverneur de la région de Krasnodar leur a répondu que, en gros, faudrait envoyer en Ukraine un bon paquet de manuels d'histoire et de géographie pour combler leur manque de connaissances dans ce domaine, puisque effectivement, comme je le dis, le Kouban n'a jamais été ukrainien. Seulement dans leurs rêves, voilà. Le gouverneur donc de la région de Krasnodar leur a suggéré de ne pas taquiner les Cosaques qui ont toujours défendu le Kouban comme faisant partie du territoire russe. Je vous dis, c'est du grand n'importe quoi. Non, le Kouban avait été revendiqué par cette république nationaliste ukrainienne qui était brièvement née après la révolution de 1917, mais qui a très très brièvement vécu et qui n'a jamais réellement eu sous son contrôle cette zone. C'est juste du fantasme, c'est juste ce qu'il voulait, c'était le territoire qu'il revendiquait, mais entre ce qu'il revendiquait et la réalité, il y avait le Grand Canyon. Donc je veux dire, cette zone est russe depuis des siècles, et les gens du Kouban n'ont pas envie de devenir ukrainiens, surtout quand tu vois l'état du pays. Donc c'est du grand délire, là, c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, au lieu de vous occuper de ce qui se passe dans le Kouban et de récupérer des territoires qui n'ont jamais été les vôtres, occupez-vous de remettre votre pays sur les rails, parce qu'il y a du travail.
Bilitsky, qui estime que l'Ukraine aurait besoin des ressources naturelles de la Russie pour se développer géopolitiquement, et puis là maintenant les mecs qui veulent récupérer un morceau de territoire qui leur a jamais appartenu. Enfin, là c'est du grand n'importe quoi, enfin, là on plane complet. Donc voilà la situation, on est sur une situation d'escalade, clairement, les bombardements ne faiblissent pas, les victimes, les destructions non plus, donc ça c'est pas très bon quand même. Dans le même temps, je vais venir juste vite fait comme ça sur un petit sondage qui a été fait en République populaire de Donetsk, je le montrerai à l'écran, donc c'est en russe, donc je vais vous expliquer les chiffres. Donc c'est un sondage qui avait demandé aux gens, voilà, quel avenir vous voudriez pour la RPD et la RPL, hein, donc pour les deux républiques populaires. Donc il y en a quand même plus de 60%, 60,7% qui ont dit clairement, bah, on veut que ce soit une région de la Fédération de Russie, donc je pense que c'est clair. 14,6% qui veulent que les deux républiques restent des États indépendants. On a 12,4% d'indécis qui ne savent pas répondre, et 12,3% qui voudraient que ça redevienne des régions ukrainiennes, mais avec une autonomie. Bon. Clairement, si on regarde le sondage, en fait, la majorité de ceux qui demandent ça, en fait, c'est les personnes de 55 ans et plus. Donc c'est ce que j'ai toujours dit. Ceux qui restent très attachés à l'Ukraine, c'est les personnes âgées. Parce qu'ils sont nés au sein de la RSS d'Ukraine, puis de l'Ukraine indépendante, soi-disant. Et donc ils ont connu que ça toute leur vie. Donc pour eux, je veux dire, c'est très dur à un certain âge de changer tout ça. C'est là où on voit vraiment, enfin, on a 21,4% de gens chez eux. Quand on regarde chez les 18-25, on tombe à 3,3%, quoi. Bon, je pense que c'est très révélateur. Et les indécis, en réalité, les 12,4%, je pense que le plus gros, ça se répartit entre soit une région de la Fédération de Russie, soit un gouvernement indépendant. C'est-à-dire, toutes les personnes que moi j'ai interrogées qui se disaient indécises, c'était les deux options. C'est-à-dire, c'était des gens qui hésitaient entre soit faire partie de la Fédération de Russie, soit être un État indépendant. Mais c'est très rarement des gens qui me disaient, oui, retourner comme une région autonome au sein de l'Ukraine. De toute façon, les gens qui expriment cette opinion-là, ils vivent pas dans la réalité. Je veux dire, quand tu constates la situation et la façon dont Kiev est complètement incapable d'appliquer les accords de Minsk, je veux dire, cette option-là, c'est une option purement virtuelle. Donc voilà, donc on voit qu'on a quand même une majorité de personnes qui veulent intégrer la Fédération de Russie, et qu'en tout cas, enfin, si on cumule Fédération de Russie, ceux qui veulent un gouvernement indépendant, etc., c'est-à-dire que t'as à peine 12,3% de personnes qui rêveraient dans des conditions idéales d'autonomie de retourner au sein de l'Ukraine. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. C'est vraiment... et ça conforte d'ailleurs le score qu'on a eu il y a 5 ans en arrière au référendum, où on avait presque 90% de gens qui ont voté pour la sécession de l'Ukraine. Donc ça colle. Je veux dire, ça a pas bougé, c'est toujours les mêmes. Voilà, ça montre bien que... Enfin, envisager un retour de cette population au sein de l'Ukraine, c'est du délire, c'est infaisable. Je veux dire, tu peux pas faire rentrer une population qui a 73%, donc 73% c'est les 3/4. Les 3/4 te disent, on veut soit aller en Russie, soit rester un gouvernement indépendant. Et je vous dis, je compte même pas les indécis, les 12,4% d'indécis. Si vous rajoutez les 12,4% d'indécis qui, je pense, pour la plupart se répartissent entre les deux options non-Ukraine, en réalité, vous faites encore grimper la truc de plus de 12%, donc on monterait à 85%. Bon, tu peux pas faire réintégrer une population qui à 85% ne veut pas retourner dans l'Ukraine, tu peux pas l'obliger à le faire, c'est pas possible. Je veux dire, ça impliquerait un nettoyage ethnique. Donc voilà, je pense qu'on va se diriger vers ce scénario la chypriote. J'espère que effectivement ils vont proposer ça serait la meilleure solution, sincèrement. Mais dans ce cas-là, il faut que ça s'étende à tout le Donbass. Ça serait la moindre des choses, parce que de toute façon s'ils le font pas, comme je le dis, vous avez vu, l'Ukraine est en train d'essayer de grappiller du pognon un peu partout, ça va mal se terminer, je veux dire, de toute façon à partir du moment où tu commences à céder des bouts de territoire, c'est ce qu'a fait l'Empire romain sur la fin,
Quand tu commences, t'as pas fini. Hein. C'est-à-dire, tu commences par céder un morceau, puis un morceau, puis un morceau, puis à la fin, tu finis par t'effondrer totalement. Donc voilà, je pense que c'est ce qui attend l'Ukraine, et écoutez, j'espère vraiment que d'ici la semaine prochaine, la ligne internet de Tom sera rétablie, et qu'on va pouvoir refaire un site web dans un format normal. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain site web.